Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui, les débats autour de l'actualité avec Alex Darmon, journaliste politique. Valérie. Bonjour, on vous retrouve sur votre chaîne Les Indécis, c'est sur YouTube, chaîne de débat politique. Et puis tous les vendredis, dans La Vérité en face, vous êtes face à Éric Tegner dans l'émission de Patrick Roger. Romain Marcilly, bonjour, vous êtes directeur général de Nouvelle Énergie, le parti de David Lisnard. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, qui paraît aujourd'hui en intérim. C'est la photo, c'est la une, c'est la photo de Michel Barnier. En sursis, c'est celle d'Emmanuel Macron. Enquête sur le pacte secret Macron-Le Pen. Et également avec nous, Jean-Pierre Denis, journaliste, écrivain et chroniqueur à la Croix. Bonjour à tous les quatre. Donc on va commenter notre sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. Marine Le Pen engrange des voix, Jean-Luc Mélenchon rame. Les groupes de besoins au collège, les arrêts maladie et puis Emmanuel Macron qui estime qu'il faut toujours prendre en compte le suffrage des Français. Mais qu'est-ce à dire? On va commencer notre tour de table qui va nous emmener sur d'autres sujets et d'autres thèmes. Romain, on va peut-être commencer avec vous par un coup de cœur. Avec plaisir. Nous avons eu, à 3 jours d'intervalle, l'annonce de 2 projets très ambitieux, cinématographiques et littéraires à la fois, puisque dimanche, le JDD annonçait que Pathé avait un projet d'adaptation des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire au cinéma. Ouais. Et hier, Le Monde annonçait qu'il y avait également un projet d'adaptation par Johann Sfar de Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Alors, ce sont des projets très ambitieux, très excitants. À titre personnel, ce sont 2 de mes livres préférés, ce sont 2 œuvres littéraires immenses. Pourquoi c'est intéressant aussi ? Parce que ce sont 2 livres, a priori, très difficiles à adapter. Les Fleurs du Mal, vous vous dites, c'est un recueil de poésie. Comment peut-on l'adapter ? Alors apparemment, ce serait un mix à la fois de la poésie et de la biographie de Charles Baudelaire, étant basé sur le roman de Telet, de Jean Telet, par Alexandre Aja, qui est un spécialiste que vous connaissez de l'univers des films à suspense notamment. Quant à Voyage au bout de la nuit, c'est peut-être encore plus fascinant. Alors, puisque c'est un peu un serpent de mer de l'histoire des adaptations littéraires au cinéma, de très grands réalisateurs ont souhaité le mettre en image. Abel Gans, le grand réalisateur des années 20-30, qui avait notamment réalisé le très célèbre film sur Napoléon, puis Audiard, Godard, Sergio Leone, tous ont tenté de mettre en image ce roman extraordinaire. Et puis aujourd'hui, Johann Sfar, qui a un univers créatif très très particulier et que j'apprécie beaucoup, qui a notamment fait un remarquable biopic sur Gainsbourg. Il y va, il tente, il a 3 ans, il s'est donné 3 ans. Donc pour ces 2 projets, on souhaite bonne chance aux scénaristes, car ce sont 2 projets très ambitieux. Et puis tout de même, cela s'inscrit dans une vague d'adaptation de grandes œuvres littéraires au cinéma, puisqu'on a eu en quelques années à peine les succès d'Illusions perdues, qui a raflé tous les Césars. On a eu Le Comte de Monte Cristo, qui fait un carton au cinéma. Et donc ça, c'est très positif, parce que la France, c'est une nation littéraire, et que ça permet de transmettre notre patrimoine littéraire, et de donner aussi envie de lire. Car dès que ces films sont à l'écran, ça donne dans des livres. Alors je vous conseille Fortune de France, lundi, sur France 2. C'est l'adaptation de la saga de Robert Merle par Christopher Thompson. C'est incroyable, c'est époustouflant parce qu'il a réussi à faire quelque chose d'assez moderne finalement. Enfin, on parle de guerre de religion 1560 et quelques, et à travers une famille. Vous avez comment vous l'avez regardé, Jean-Pierre Denis? Pas encore. Passez en replay déjà, sur la plateforme France TV, France.tv. Franchement, c'est remarquable. Il a passé 3 mois en Dordogne dans un château. Et là encore, je pense que ça va donner envie de relire les livres de Robert Merle. Pour en revenir aux 2 adaptations dont on parlait à l'instant, Les Fleurs du Mal, c'est pas du cinéma, ça peut pas être du cinéma. Mais chaque poème est un film incroyable avec des images. Il y a une puissance d'image dans le moindre vers de Baudelaire qui est incroyable. Et donc ça, c'est une puissance formidable à l'intérieur de chaque poème, mais ça fait pas du cinéma. Je pense que c'est le biopic en fait qui va intéresser. Baudelaire, c'est aussi un personnage qui est complètement dans la vie littéraire, artistique de son époque. Donc on imagine
j'imagine une plongée dans le Paris de son époque. Ça peut être vraiment bien. Moi, j'avais pas entendu parler. C'est très à la mode les adaptations. Vous avez vu qu'hier Audrey Fleurot annonce qu'elle va adapter en série La Comtesse de Monte Cristo, aussi pour TF1 en série. Donc c'est même plus là au cinéma ou en film, c'est en série. Donc c'est vrai que c'est très à la mode et que c'est très plébiscité quand on voit le nombre d'entrées au box-office du Comte de Monte Cristo et même avant des Trois Mousquetaires. Il y a vraiment une mode et ça fonctionne de toute façon. Un intérêt pour le public. Et c'est rassurant sur l'état du pays. Absolument. quelque part, on va trouver un truc un peu positif. Alex, vous, c'était un coup de gueule, un coup de gueule contre les propos de François Ruffin hier, que je trouve complètement hallucinant. Mais hallucinant, c'est-à-dire que ils sont hallucinants à double titre. D'abord parce qu'on va rappeler pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, il était hier chez nos confrères de BFM TV pour la sortie de son ouvrage où il racontait notamment la campagne législative de 2022 et où il disait en quelque sorte que les tracts qui étaient distribués étaient échangés en fonction du public à qui ils s'adressaient. C'est-à-dire qu'il y avait des tracts avec le visage de Jean-Luc Mélenchon pour des électeurs racisés comme il les appelle, et des tracts sans la tête de Jean-Luc Mélenchon pour des électeurs non racisés, donc des électeurs blancs, et que c'était quelque chose qui était pratique courante dans le parti de Jean-Luc Mélenchon. Et je trouve ça hallucinant, doublement hallucinant, d'abord parce que ça veut dire que ce qu'on dit depuis des années, nous les observateurs politiques, les journalistes politiques, ce qu'on a entendu, regardé, observé et vu monter ce communautarisme et ce vote en faveur d'une communauté qui a été choisie par Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai. Là, je peux dire, on peut pas dire que c'est pas vrai, puisque c'est raconté par un de ceux qui a été dans leur parti. Et la deuxième chose, ça veut aussi dire que François Ruffin s'est adonné à ses pratiques. Et que, là, on dit faute avouée à moitié pardonnée, donc il faudrait passer à autre chose. Enfin, c'est quand même hallucinant de pouvoir dire sur un plateau de télévision en matinale, de pouvoir dire tout à fait librement, oui, on choisissait une communauté, alors c'est pas bien, j'avoue, des années plus tard, c'est pas bien. Enfin, vraiment, je trouve ça hallucinant que on relève pas plus ça, qu'on dise pas que ça soit, on parle d'affaires d'État souvent, c'est une affaire d'État. D'ailleurs, vous avez vu que cette semaine, samedi dernier, Jean-Luc Mélenchon a été filmé en train de dire qu'il fallait s'adresser principalement aux classes populaires et aux jeunes, et que les autres fallait laisser tomber, ça servait à rien pour les bourgeois, en gros. Voilà, c'est incroyable. On sépare le pays. Et quand, moi, je vous le dis parce que j'ai interviewé il y a 2 semaines un député de la France Insoumise, Carlos Martin Milongo, très très intéressante la conversation qu'on a eue ensemble sur le plateau, mais qui vous disent jamais de la vie, les yeux dans les yeux, ils vous disent ça, on essaye de favoriser ou de charmer une communauté plus qu'une autre. Là, faut quand même reconnaître que même à l'intérieur de leur propre parti, ils disent l'inverse. Alors, vous réagirez quand même à ce que vient de dire Alex, parce que c'est vrai qu'hier ça a été abondamment commenté, mais on doit marquer une pause parce que c'est l'heure du journal. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec Alex Darmon, journaliste politique. Votre chaîne YouTube Les Indécis est une chaîne de débat et on vous retrouve tous les vendredis dans La Vérité en face chez Patrick Roger entre 9h et 10h face à Éric Tegner. Romain Marcilly, vous êtes directeur général de Nouvelle Énergie, le parti de David Lisnard. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne qui paraît aujourd'hui avec cette une partagée en deux, Michel Barnier et Emmanuel Macron en intérim pour l'un, en sursis pour l'autre, enquête sur le pacte secret Macron-Le Pen, et puis tout un dossier sur les criminels de la route. Comment en finir avec les criminels de la route? C'est un vrai sujet, évidemment, dont on aimerait que l'État se préoccupe. Jean-Pierre Denis, journaliste, écrivain et chroniqueur à la Croix. Peut-être des réactions sur ce que disait Alex Darmon, sur ce qu'évoquait Alex Darmon à propos de Ruffin hier, qui dans un livre raconte que LFI a laissé les campagnes populaires à l'abandon pour se concentrer sur les quartiers de façon volontaire, avec des affiches avec la tête de Mélenchon dans certains endroits et sans la tête de Mélenchon, et qui assume. Comment vous avez réagi à ça, Franck Dedieu? Alex a dit c'est hallucinant. C'est à la fois hallucinant peut-être, mais pas véritablement étonnant. Non. C'est-à-dire que quand même toute la classe politique, et en particulier à gauche, a depuis longtemps fragmenté les électorats en se disant on va essayer d'avoir les classes populaires des quartiers selon la couleur de peau. C'est ce qu'évoque Ruffin. D'autres vont flatter plutôt des électorats selon le mode de vie. Bon, tout cela n'est pas nouveau, mais c'est vrai que ça produit une étape supplémentaire où on dit à
je dirais, à cœur ouvert, hein, à ciel ouvert, qu'il y a des considérations en fonction de la couleur de peau. Et ce qui est très dommageable, c'est pas nouveau, Terra Nova avait, je dirais, théorisé cela. C'est un think tank dit progressiste qui avait dit autant laisser tomber l'électorat populaire des campagnes et des petites villes, je dirais de la France périphérique, pour la laisser au Front National. C'est une erreur inouïe. Et quelque part, c'est même une erreur inouïe au regard de ce qu'est l'histoire de la gauche. C'est-à-dire, quand Marx, c'est presque le premier à séparer en deux la société. Il dit il y a ceux qui travaillent et il y a ceux qui sont les propriétaires du capital. Et à cette époque-là, quand le marxisme et le Parti communiste est très important dans les années 50 et 60, les gaullistes disent regardez, vous mettez les Français les uns contre les autres. Mais au moins, le marxisme reposait sur une conscience de classe qui avait un caractère universaliste. C'était en fonction de votre position dans l'appareil productif. Vous étiez exploité ou exploitant. C'est un peu sommaire, mais au moins, on ne prenait pas en considération des notions qui touchaient à l'inné, c'est-à-dire à la couleur de peau. Et donc, franchir ce cap-là, de la part de la gauche, qui a une histoire marxiste, et je pense une aberration, bien sûr électorale, mais une aberration morale aussi. Bien sûr, c'est moral avant tout. Je ne sais pas si vous voulez réagir, Jean-Pierre Denis. Non, mais je suis complètement d'accord sur cette dérive qui est complètement. En effet, cette dérive est complètement choquante. Après, il y avait un des points qui était soulevé, c'est voir est-ce que au fond, puisqu'il savait, Ruffin, est-ce qu'il est légitime que maintenant il arrive la bouche en cœur en disant c'était dégueulasse et je m'en vais. Bon. On peut très bien être dans une organisation, à l'intérieur d'une organisation, avoir de plus en plus de doutes et avoir l'illusion ou la volonté de changer jusqu'au moment où on constate que c'est pas possible. Donc je trouve que c'est très difficile de lui faire ce procès. Peut-être qu'en effet, il aurait pu partir avec pertes et fracas à l'instant même où il a entendu ses propos, s'ils ont été prononcés par Jean-Luc Mélenchon, où il a vu ses pratiques. Il aurait pu partir certainement, mais peut-être on peut aussi accepter qu'il ait eu l'illusion de changer le système de l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est une question, je trouve, qui est très difficile à résoudre. Il est vrai qu'il l'a changé très brutalement, et ça, c'est un peu troublant, entre le premier et le second tour des législatives, quand il a vu que ça allait pas le faire, et qu'il avait besoin de se positionner autrement. À ce moment-là, lui-même a remisé les tracts du premier tour pour un tout autre discours pour le second. C'est vrai que ça, c'est assez troublant. Mais ces pratiques-là, on a évoqué, effectivement, vous avez eu raison d'évoquer la fameuse note de Terra Nova qui a mis ça, en fait, dans les pratiques de la politique française. Aux États-Unis, c'est monnaie courante. Si vous avez peut-être pas fait attention à ce moment du débat entre Kamala Harris et Trump, où elle dit si Trump gagne, Poutine va menacer la Pologne. Elle dit ça parce qu'elle sait qu'en Pennsylvanie, qui est un État capital pour elle, il y a un certain nombre de milliers de gens, d'électeurs d'origine polonaise. Donc ce ciblage-là, il est malheureusement de plus en plus pratiqué parce qu'il est de plus en plus efficace. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que pour la France insoumise, il a été efficace. Sans ça, ils n'auraient jamais tutoyé les 10% aux élections européennes. Et puis on voit le changement de pied de toute façon de Jean-Luc Mélenchon. Encore une fois, je fais référence à l'enterrement de Charb, dessinateur de Charlie Hebdo, qui était proche, laïque évidemment, de Mélenchon, avec son discours anti-voile. Quand vous revoyez ces extraits et que vous voyez le virage qui a été fait par cet homme, qui est incompréhensible, absolument incompréhensible, à hurler à l'islamophobie, alors que lui-même était on voit qu'il y a un calcul politique évident. Mais derrière ce cynisme, il y a un profond mépris du peuple. Je ne suis pas d'accord, toutes les formations politiques ne pratiquent pas un tel ciblage, et heureusement, il faut noter qu'en France, et en Europe globalement, mais surtout en France, le ciblage est beaucoup plus difficile politiquement parce qu'on ne peut pas faire de publicité ciblée sur les réseaux sociaux. Aux États-Unis notamment, ils ont cet outil. Je pense qu'on peut s'en satisfaire que ce soit pas le cas en France. Mais pour revenir à cette tactique, elle est profondément cynique, elle est profondément déplorable parce qu'elle est en grande partie raciste, au sens propre du terme, et ethniciste en tout cas, et mépris du peuple. Mais j'ai un autre exemple, parce que finalement, on parle depuis 2-3 ans de la France insoumise et de ses excès, mais il date depuis plusieurs années, bien plus que ça. J'ai un souvenir d'une session de l'Assemblée nationale où M. Ruffin, nouvellement élu,
pour faire peuple, enfin, dans ce cas tête, imagine faire peuple, c'était présenté en maillot de foot, en maillot de l'AS Saint-Étienne. Alors moi, je suis un grand fan de foot, c'est pas le souci, mais penser que être le peuple, c'est s'habiller en tenue de foot, c'est un mépris total du peuple. Au contraire, le peuple, il aime être digne, bien représenté. Nous, la dignité, chez Nouvelle Énergie, c'est vraiment une valeur cardinale. Et malheureusement, ces personnes-là, à l'extrême gauche, n'ont pas une vision digne ni de la politique, ni du peuple. Ouais. Non, le truc, c'est, vous l'avez dit, je trouve, Valérie aussi, c'est ils ont abandonné la laïcité, ces gens-là. Bien sûr. Complètement, que ça soit dans des campagnes électorales ou même dans leurs propos. Je vais vous raconter un souvenir que j'ai à l'époque quand je travaillais sur l'émission Au Tableau en 2017 pour l'élection présidentielle. On avait reçu Jean-Luc Mélenchon qui était donc candidat à l'élection et qui parlait à une classe de jeunes enfants qui avaient entre 8 et 12 ans et il lui posait la question sur les cantines scolaires. Et je me rappelle très bien de sa réponse qui était de dire non, le but en France c'est que si il n'y a pas ce que vous pouvez manger, vous prenez autre chose. Vous en prenez 2 fois. On avait fait le même procès à Nicolas Sarkozy qui avait une double ration de frites. C'était pareil. Aujourd'hui, quand vous lui posez la question à Jean-Luc Mélenchon, c'est complètement l'inverse. Voilà, il faut basculer dans du communautarisme permanent. Voilà, parce que il est rentré dans une stratégie du nombre, une stratégie numérique de faire en sorte que il expliquait très bien, je sais plus dans quel article, qu'il lui manquait un certain nombre de voix pour atteindre le second tour. Ouais. Voilà, c'est ce nombre de voix qu'il va aller chercher maintenant pour 2027. C'est son seul enjeu, c'est 2027 et pouvoir être présent au deuxième tour de l'élection présidentielle. Justement, moi je pense que c'est une stratégie qui l'empêchera d'atteindre le second tour, qui lui a permis de tutoyer les 10% aux européennes, certainement, et donc de peser dans la recomposition ou dans la composition du nouveau Front populaire, certainement, mais qui lui fait aujourd'hui atteindre un plafond. Et je serais très étonné que tous les électeurs de gauche le suivent là-dessus. Alors, on va passer à vous, Franck. Vous aviez un coup de gueule sur le rapport sur la pauvreté du Secours populaire. Oui, alors bon, effectivement, ce rapport souligne par des chiffres très précis quelque chose qu'on ressent tous et qui n'est pas très, malheureusement, pas très surprenant. C'est-à-dire que vous avez 62% des Français qui disent avoir eu, être à un moment, avoir été en situation de pauvreté, 62% des Français. Ouais. Tout cela n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, en revanche, et qui, je dirais qu'il y a une signification profonde, c'est que la pauvreté dite subjective. On demande aux Français, pour vous, c'est quoi ce sentiment d'être pauvre, d'avoir vraiment du mal avec les fins de mois, à partir de quand ? Ils disent à partir de 1400, ce seuil subjectif de pauvreté, c'est à partir de 1400 € cette année. Et 1400 €, c'est le SMIC net. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des gens qui vous disent, avec le SMIC, je suis en situation de pauvreté. Et ça, vous pouvez sortir des économistes qui vous traceront des courbes, des graphiques pour dire attention, on ne peut pas augmenter trop le SMIC parce qu'il y a de la compétitivité des patrons de PME. Tout cela est pas fou. Sauf que on peut aussi faire de la politique avec l'idée surplombante qu'on doit vivre de son travail et qu'il est inadmissible d'être en situation de pauvreté lorsqu'on travaille. Et là, ce rapport du Secours populaire met pour la première fois, me semble-t-il la première fois, en évidence le fait que il y a une forme de parenté très très forte, je crois que c'est même à 2 € près, entre la définition subjective de la pauvreté et le niveau du SMIC. Et ça, c'est quand même vertigineux, ça veut dire que pour la première fois, il y a une sorte de convergence entre l'idée du travail minimum, du salaire minimum, et l'idée de pauvreté, c'est absolument inadmissible. Oui. Jean-Pierre Denis, vous êtes beaucoup intéressé, vous aussi, à ces sujet, les rapports annuels du Secours populaire, du Secours catholique, soulèvent toujours cette question que on entend avec un air un petit peu navré, mais qui n'apporte pas à laquelle on n'apporte pas de réponse politique, c'est vrai. Donc voilà. Après, la réponse que voulait apporter le nouveau Front populaire, qui est de monter le SMIC. On sait aussi que c'est une mécanique qui fait monter l'inflation et qui donc ne se traduit pas nécessairement par du pouvoir d'achat. Donc la solution à cette problématique, en tout cas, elle est pas si évidente à trouver non plus. Non.
Non, mais c'est la hausse des loyers, c'est l'augmentation dans la pauvreté, et là je ne parle pas du sentiment de pauvreté, là, dans la pauvreté, il y a aussi le fait que beaucoup de ménages ont des dépenses contraintes de carburant, de téléphonie, voilà, et c'est la structure en fait des dépenses qui fait qu'on n'a plus de marge de manœuvre. Oui. Laurence, elle nous dit avec 1400 euros de loyer, 1400 euros, loyer, charges énergétiques, voiture, pour aller bosser, carburant, assurance, il reste pas grand chose pour vivre. Dans les courses, les courses. Il reste rien. Il reste rien. Et nous décrivons la vie de quelqu'un qui se lève tôt le matin, absolument, qui s'est imposé et qui travaille. Ouais. Et ça, si vous voulez, on regarde très attentivement le cours du chômage qui baisse, et les Français n'arrivent pas à comprendre que pendant 40 ans, l'idée du chômage, ça a même été un leitmotiv de François Hollande, la baisse du chômage. On dit, ça y est, le chômage baisse enfin, et avec lui devait apparaître la fin de beaucoup de problèmes, je dirais, matériels. Non. Eh bien, aujourd'hui, on est dans une situation assez paradoxale où vous avez une baisse du chômage qui cohabite avec un seuil de pauvreté qui est à 1400 euros. Et si vous voulez, ce paradoxe-là, cette énigme-là, devrait remettre en question, je crois, les politiques d'assouplissement du droit du travail qui ont été menées depuis une dizaine d'années et qui, finalement, n'augmentent pas le sentiment de bien-être de gens qui travaillent. Pareil, Marie me dit 1400 euros avec 600 euros de loyer en moyenne, et vous avez de la chance quelque part, Marie. 600 euros de loyer, c'est pas très cher. Si vous n'êtes pas dans une grande ville, le calcul est vite fait et c'est de plus en plus difficile de trouver en plus un boulot à plein temps. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous pour commenter l'actualité, débat intéressant sur la pauvreté, sur le sentiment de pauvreté, sur le pouvoir d'achat évidemment qui a baissé pour beaucoup de Français. Et Marie me répond, oui, j'habite à la campagne, quand elle disait qu'elle avait 600 euros de loyer, mais c'est le désert. Aucun commerce sans faire au moins 4 km. Oui, je sais, ce week-end j'étais dans un village qui m'est très cher, il y avait 3 cafés, il n'y en a plus un seul. Il y avait 3 épiceries, il n'y en a plus une seule. Il y a un boulanger qui est parti. Et il reste une petite épicerie qui est pas loin de fermer. Et les principaux commerces sont à 8-10 km. Donc, voiture, carburant... entretien de la voiture. Entretien de la voiture et des retraités qui ont aujourd'hui, pour un bon nombre d'entre eux, une petite retraite. Et pourtant, nous sommes le pays qui a le plus fort taux de dépenses sociales. Nous sommes un pays qui a un salaire minimum élevé, ce qui montre bien que le socialisme ne marche pas. Nous sommes arrivés au bout d'un modèle, il faut aller beaucoup plus loin. Vous avez évoqué beaucoup de sujets, logement, capital. On pourrait évoquer aussi les services publics, le fait que l'État se recentre sur ses missions principales, mais en tout cas, il faut comparer ce qui est comparable avec les autres pays européens, avec les pays voisins. On a un taux de dépenses publiques, y compris sociales, qui est incomparablement plus élevé. Donc ça ne fonctionne pas. Dans la démagogie ambiante, on a parlé d'une augmentation du SMIC à 1600 euros, mais pourquoi pas mettre le SMIC à 5000 euros puisqu'on y est. Donc c'est pas une question de valeur du SMIC, c'est une question beaucoup plus globale, ce qui montre bien qu'il faut des réformes maintenant structurelles. On va passer... Oui, vous voulez réagir Non, mais je suis d'accord avec ce qui est dit, mais après... En fait, ça fait des années qu'on parle de déserts médicaux, des années qu'on en parle et qu'on fait rien. Ça fait mais déserts médicaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des endroits où vous n'avez aucun médecin autour de vous n'avez aucun établissement de santé autour de vous, à moins de 10, 15, 20, 25 km. Pour accoucher, je vous dis juste ça, rien que ça, l'enfer. Et en fait... Il y a une fracture des territoires dont personne ne parle aujourd'hui et qui se fait ressentir à chaque élection, et à chaque fois on dit bah oui mais on savait. Et en réalité c'est ça. Pourquoi aujourd'hui des partis comme le Rassemblement National est très haut sans juger? Pourquoi? C'est parce qu'ils parlent de ces sujets-là. Voilà. Et il s'est rendu compte qu'il y avait une déconnexion complète entre les gens des territoires et les gens des grandes villes. C'est juste ça la réalité. Voilà. Et allez parler à des gens, vous parlez des gens des campagnes, je peux vous dire qu'ils comprennent pas qu'il y ait des gens qui manifestent tous les samedis à Paris, et c'est tout à fait louable, pour la planète, pour la Palestine ou pour d'autres choses, mais qui ne manifestent jamais pour eux, qui n'arrivent pas à avoir un rendez-vous chez le médecin avant 3 semaines ou 1 mois, qui n'arrivent pas à comprendre que eux vivent
au-delà de leur salaire, en dessous d'eux dans leur niveau de vie. Et ça, c'est quelque chose, tant qu'on n'arrivera pas à le poser sur la table, au lieu de faire des états généraux sur plein de sujets, faire des états généraux sur les territoires en tant que tels, pourquoi il y a autant de retard aujourd'hui sur ces territoires par rapport aux grandes villes, on n'avancera pas. Voilà. Médecine, école, service public, poste, toutes ces choses-là. On a supprimé combien d'établissements postiers depuis des années? Combien? Jean-Pierre Denis, on va passer à votre coup de gueule, ou en tout cas coup de cœur ou coup de projecteur. Moi, j'avais une question à vous poser sur les vitraux de Notre-Dame. Emmanuel Macron a décidé donc de changer certains vitraux classés monuments historiques par des vitraux contemporains, malgré un avis défavorable de la Commission nationale du patrimoine. J'avoue que moi, je suis très conservatrice dans ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle le fait du prince. Ouais, donc, voilà, ce sont des vitraux qui datent de Viollet-le-Duc. Oui, c'est des vitraux en grisaille dont on peut dire qu'ils n'ont pas d'intérêt particulier parce que justement c'est des vitraux, il n'y a pas de motif, si vous voulez, c'est pas très intéressant en soi, sauf que c'est pas du tout cohérent avec le choix fondamental de restaurer Notre-Dame à l'identique. Bien sûr. Et quand on dit qu'on restaure Notre-Dame à l'identique, en fait, qu'est-ce qu'on a restauré? On a restauré Notre-Dame selon Viollet-le-Duc à l'identique, puisque des états de Notre-Dame, il y en a eu évidemment plein dans l'histoire, et Viollet-le-Duc a d'une certaine façon inventé ou réinventé Notre-Dame à sa manière. Et donc c'est pas du tout logique. Et Viollet-le-Duc, il faisait pas n'importe quoi. Donc ces vitraux, ils étaient pensés pour donner une certaine lumière, une certaine atmosphère en fait à l'ensemble. Donc c'est assez absurde. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Il y a beaucoup de cathédrales qui pourraient recevoir des vitraux modernes. Il y a des églises qui brûlent. Il y en a une dernièrement et c'est absolument dramatique. On peut mettre de l'argent pour les reconstruire. Ça peut être un espace où on crée des œuvres d'art. Je vois pas trop l'intérêt, si ce n'est le besoin de montrer absolument qu'on a laissé une trace dans le bâtiment. Oui. Vous en pensez quoi? Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mais ça dit beaucoup de choses d'Emmanuel Macron aussi. Il veut. En fait, je me pose la question de savoir pourquoi il fait ça. Est-ce que c'est parce qu'il veut laisser une trace, ou est-ce que c'est parce que il veut inscrire Notre-Dame dans l'époque? Voilà, dans l'époque, en profitant de ces travaux, de cette rénovation, en se disant, il faut remettre Notre-Dame, ce qui fait dans toutes ces politiques, vouloir laisser une trace de l'époque ou une trace de lui. On sait jamais. C'est jamais clair. C'est toujours du en même temps. Donc effectivement, j'avais bien compris que ce n'était pas des vitraux qu'il fallait forcément rénover, qu'on pouvait les garder en tant que tels. Et d'ailleurs, ça aurait été, je trouve, logique et cohérent de le faire. Mais encore une fois, c'est une décision politique. Oui. Un avis? Je ne sais pas si le ressort d'Emmanuel Macron, en l'occurrence, ce soit la postérité. Je ne crois pas. Pas sur ce sujet-là. Je crois que tout simplement, il alterne de façon assez stratégique et sommaire entre des positions qu'on va dire conservatrice, ici ou là, un jour, et puis l'autre jour, il va se dire, tiens, si je mettais une dose de modernité, sachant que est-ce que ce serait forcément de la modernité, on peut en débattre. Et donc tout cela se fait au gré des circonstances, selon un mouvement de balancier, une fois conservateur, une fois moderne, sur plusieurs sujets, parfois artistiques, parfois des questions de mœurs, voilà. Donc c'est très difficile de dire s'il y a une véritable conviction derrière cela. Je ne sais pas, mais je crois que c'est tout simplement stratégique, et c'est le propre de beaucoup de présidents de la République depuis François Mitterrand, je dirais, d'alterner en fonction des positions, des électorats, des circonstances. On va marquer un mot d'accord avant. Avec ce qui a été dit. Après, le point fondamental, souvenez-vous, les jours qui ont suivi le terrible incendie de Notre-Dame, on avait vu passer sur Internet toutes les théories les plus délirantes sur la manière dont il fallait la reconstruire. Limite, on parlait de rooftop sur le toit avec, pourquoi pas, des magasins. Enfin, on a vraiment vu tout et n'importe quoi. Donc, c'est quand même très important que la décision de reconstruire à l'identique, le plus à l'identique possible, ait été prise. Aujourd'hui, se posent d'autres sujets sur Notre-Dame que les vitraux. Il y a la question du réaménagement du parvis, et puis surtout des jardins derrière Notre-Dame. Je crois que la vraie question, elle est là, mais peut-être ça nécessitera elle va être une là discussion plus aussi, tard. mais les vitraux, c'est vrai que c'est aussi une question qui se pose. Je vous donne la parole dans un instant, Jean-Pierre Denis, pour parler de l'abbé Pierre et de ses archives, que l'Église va réouvrir. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons Sud Radio. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Alors vos coups de cœur, coups de gueule sont particulièrement intéressants et nous emmènent sur des débats un petit peu plus longs, donc on ne tient pas vraiment le sommaire, mais je voudrais qu'on parle quand même avec vous de l'abbé Pierre, Jean-Pierre Denis.
C'est pas vraiment un coup de cœur, vous imaginez, c'est un coup de projecteur, parce que voilà, l'Église catholique vient de décider d'ouvrir ses archives sur l'abbé Pierre. Normalement, il y a un délai de 30 ans. On peut quand même préciser qu'un délai, c'est normal qu'il y ait un délai pour protéger non pas les personnes qui sont là mises en cause, mais dans des archives, il y a plein de gens qui sont cités, qui sont souvent des gens vivants, donc ils ont droit à cette protection. Donc c'est exceptionnel de le lever. Je pense que c'est une bonne chose. Et en même temps, il ne faut pas s'attendre à découvrir grand chose, parce qu'en réalité, la vérité, c'est que l'abbé Pierre, il était abbé, c'était dans sa marque, mais il était quand même très très éloigné de l'institution, c'était un électron libre. Oui. Le dernier lien, époque où il avait un lien très fort avec l'institution, c'était les années 50, et à ce moment-là, un certain nombre d'ecclésiastiques ont essayé de le mettre sur la touche, ou selon la logique de l'époque qui nous semble aujourd'hui complètement bizarre, de l'envoyer en clinique pour qu'il se fasse soigner. Donc selon la façon dont on voyait les choses à l'époque. Et puis après, l'abbé Pierre, c'était une marque indépendante. Et donc la question de l'abbé Pierre, c'est surtout celle du mouvement Emmaüs, en réalité, dans lequel en fait beaucoup de gens savaient. Moi, vous savez, j'étais jeune journaliste. Enfin, quand l'abbé Pierre est mort, j'étais à la vie. Je m'occupais des questions de religion à l'époque. La question, c'était est-ce qu'on va faire une couverture en disant Saint Abbé Pierre. Et à ce moment-là, on nous a dit, avec un petit sourire, non, peut-être pas, parce qu'il y avait quand même son rapport avec les femmes. C'était un petit peu compliqué. Donc c'était connu. C'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas l'idée de creuser. On prenait un petit sourire un peu gêné, peut-être un petit peu amusé, et puis on disait ok, on sait jamais, on va pas mettre ça. Aujourd'hui, ça nous semble aussi aberrant, donc on a tous évolué heureusement sur ces questions-là. Donc c'est aussi l'effet de MeToo. Enfin, c'est une très très bonne chose. Mais donc à l'époque, en réalité, tout le monde savait plus ou moins quelque chose. Simplement, l'abbé Pierre, c'était une marque. Parce que mouvement Emmaüs, c'est tout le paradoxe, d'ailleurs un petit peu choquant, d'un mouvement qui est complètement laïcisé, sécularisé, donc qui a pris complètement ses distances, mais qui s'appelle Emmaüs. C'est-à-dire, en fait, pour rappeler, Emmaüs, c'est la rencontre de Jésus-Christ avec ses disciples après la résurrection. Donc c'est un moment hyper important dans l'Évangile, et particulièrement religieux, on va dire. Mais aujourd'hui, Emmaüs, personne ne situe comme un mouvement catholique, et surtout pas ses dirigeants. Et en même temps, pour collecter des dons, y compris des donateurs catholiques, parce qu'ils sont particulièrement généreux, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait fondé par l'abbé Pierre. Donc il y avait cette ambiguïté sur laquelle on a joué, qui était de toute manière déjà un petit peu dérangeante. Et donc moi je suis aussi un petit peu dérangé par la vitesse avec laquelle on commence à déboulonner les statuts. Enfin, le comportement de l'abbé Pierre, évidemment, est absolument choquant, inacceptable, intolérable, surtout de la façon dont on le comprend aujourd'hui. Mais tout ça ressemble quand même à une comédie. Mais pourquoi une comédie? Parce que... Parce qu'on fait mine de découvrir quelque chose qu'en réalité on pouvait savoir depuis longtemps. Alors là, je ne mets pas du tout en cause les responsables actuels de l'Église catholique. Je dis à la fois parce que en réalité c'était un électron libre, donc c'est un peu technique, mais enfin il dépendait pas hiérarchiquement en fait de l'Église catholique. C'était un religieux, il était complètement, il vivait dans sa communauté. En fait, il vivait pas, il vivait avec des compagnons. Il vivait pas dans une paroisse ou sauf à la fin de sa vie, il était logé dans un couvent. Donc ça, c'est une première chose, et deuxièmement, dans le mouvement Emmaüs, évidemment, beaucoup de gens savaient beaucoup de choses. Alors, ce travail maintenant est nécessaire et il sera très utile. Oui. Réaction. Est-ce que vous avez des écoles ou des stades ou des places à Cannes? Moi, Pierre, je ne sais pas quoi, je ne crois pas, mais je ne crois pas. Et est-ce qu'il faut les déboulonner? En revanche, on veut très vite sanctifier. On veut très vite déboulonner. Donc ça va très très vite. C'est aussi le temps médiatique qui s'est accéléré. On parle de choses très graves, de viols, d'harcèlement, et puis de très très nombreux témoignages. Donc ce qui est, je n'ai pas d'éléments en plus par rapport à ce que vous venez de dire, simplement deux constats. Le premier, c'est que le silence médiatique, effectivement. Donc là, on peut se satisfaire que l'époque ait un peu changé de ce point de vue-là. L'autre point, c'est que c'était une valeur intouchable. Français préféré parmi les Français, etc. Donc absolument. La question que je me pose, c'est quelles sont les fausses valeurs d'aujourd'hui? Peut-être que dans 30 ans, certaines personnes que l'on présente comme des saints, pour d'autres raisons, il n'y a pas que pour d'autres raisons
peut-être qu'on on apprendra d'autres choses. Donc voilà, ce qui montre quand même que nous, les médias, j'ai longtemps travaillé dans les médias, on a quand même une très grande capacité à créer des bulles médiatiques, malheureusement, sans grande valeur. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que je suis tout à fait d'accord, c'est bien de rappeler que c'était la personnalité préférée des Français et de manière durable, donc à ce moment-là, c'est quelqu'un qui devient complètement intouchable, mais dès les années 50, il y a des gens qui ont été assez lucides et critiques dans l'Église. Alors j'ai cité les religieux à l'époque qui ont essayé de le mettre à l'écart, mais il y a aussi Roland Barthes, qui est pas du tout dans la même sphère, qui a écrit ses mythologies, donc c'est un livre quand même extrêmement célèbre qui est publié, je crois, en 1957. Et il y a une page sur l'abbé Pierre qui commence par le mythe de l'abbé Pierre. Donc en fait, c'est une construction déjà à l'époque. L'abbé Pierre, à la fin des années 50, on est quelques années après son appel. Et par ailleurs, son appel était magnifique. Et par ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se sont engagés. L'ancienne présidente du Secours catholique a rappelé récemment qu'elle devait son engagement à la figure de l'abbé Pierre. C'était quelqu'un d'extrêmement inspirant, et c'est pour ça que c'est compliqué. Et c'est pareil d'ailleurs dans toutes les affaires, dans beaucoup d'affaires de ce type. C'est pas parce que le type, c'est quelqu'un qui fait des choses positives, qui est charismatique et qui a une face sombre. C'est ça qui est difficile à comprendre. Une réaction, Franck? C'est par rapport au phénomène d'impunité. C'est-à-dire que le sentiment d'impunité que peut avoir un personnage célèbre, star et aimé, c'est aussi parce qu'on lui donne la possibilité, on crée un système autour de lui qui lui autorise ce sentiment, et après peut-être aussi ses actes. Alors il ne s'agit pas, c'est peut-être un peu facile de dire, regardez, donc il y a des coupables par ailleurs, mais je dirais, l'impunité de l'abbé Pierre n'est pas une émanation qui est simplement ex nihilo comme ça. C'est aussi un système, c'est aussi une tolérance par rapport à ce qui est devenu, ou d'ailleurs vous avez dit, Jean-Pierre Denis, vous avez dit une marque. Et donc effectivement, plus cette marque a de la valeur, et plus on a l'impression qu'il y a une sorte d'impunité qui est tolérée. Et bien ça, les Français, ils ne peuvent pas l'accepter. Ils ne peuvent pas l'accepter parce que eux, il leur semble que ce privilège-là, eh bien, ils n'y ont pas droit, et ils sont des citoyens de droit commun, comme tout le monde. On va passer à autre chose. Je voulais vous faire écouter Emmanuel Macron qui parle du suffrage des Français. Affirmer aussi que nous agissons tous au nom de la souveraineté du peuple français. Le peuple d'aujourd'hui, souverain, qui s'exprime par le suffrage, qu'il faut toujours prendre en compte parce que c'est le fait premier en toute démocratie. Mais il a de l'humour, le président. C'est un humour un peu froid, je trouve, qui nous prend comme ça. C'est étonnant. En tout cas, ça ne correspond pas exactement à ce qu'on a cru voir dans les 50 jours et quelques. Ça va au-delà des 50 jours, pardon. Moi, les 50 jours, à la rigueur, ce n'est pas un détail, mais c'est un fait politique qui est inédit dans la 5e République. Là où je crois que ces dernières années, le suffrage, et notamment le système parlementaire, a été quelque peu bafoué, c'est avec des initiatives de type convention citoyenne, où on prenait des gens tirés au sort pour débattre, encadrés par des personnes qui elles-mêmes avaient des biais, sur des sujets très importants. On a parlé de la fin de vie, on a parlé de toute la politique environnementale qu'on doit avoir, et on s'assoit sur le Parlement, on fait une commission qui n'a pas une grande légitimité, et en ça, je trouve qu'on sape le cœur de la démocratie, qui est le Parlement. Je trouve ça encore bien plus grave. Sur le reste, le propos en tant que tel, il est sous le sceau du bon sens. Bien sûr qu'il faut prendre en compte, c'est quand même l'aspect premier dans une démocratie, c'est pas le seul. Car la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs, c'est aussi un débat contradictoire et de qualité, c'est aussi bien sûr un état de droit basé sur des principes fondamentaux, mais effectivement, alors la question, c'est, ok, très bien, on entend le point et on peut être d'accord, le sujet, c'est quelles conséquences, quelle politique mettre en place. Est-ce qu'on veut réformer, par exemple, le mode de scrutin des élections législatives? C'est un autre débat. On parle beaucoup de questions proportionnelles qui posent de grands problèmes. On pourrait y revenir. Selon le comment. La question, c'est le comment. Je crois qu'il y a un aspect politique, un outil politique très important que le président de la République n'a pas utilisé jusque-là et qui pourtant est très sain démocratiquement pour peu que ce soit bien mis en place, c'est le référendum. Ouais. Je crois que dans les prochaines années,
ce serait sûrement utile et sain d'utiliser pour des questions sur lesquelles, très franchement, une grande majorité des Français est d'accord, ne serait-ce que sur ce qui concerne les questions de sécurité ou de politique migratoire. Moi, je vais vous surprendre, mais je trouve que le président, il est cohérent avec son mode de pensée en réalité. Parce que là, on isole une phrase où on dit qu'il a dit qu'il fallait respecter le suffrage des Français. À mon avis, dans son esprit, lui, il a respecté le suffrage des Français, voyez-vous. Et je pense que on oublie notre phrase où il dit je suis le garant aussi de la République. Il le dit hier aussi dans son discours. Pour lui, il a été à la hauteur de sa fonction. Moi, je dis pas qu'il a été à la hauteur de sa fonction, parce que d'abord, je suis pas dans son esprit, dans sa tête et dans son mode de réflexion. Mais vous vouliez qu'il dise quoi d'autre hier ? S'il disait pas ça, s'il disait j'ai pas respecté le suffrage des Français et en gros ciao et bonne journée à tous, tout le monde lui aurait dit mais il est fou de dire ça, ouais. Donc lui il dit j'ai respecté le suffrage des Français, j'ai consulté, j'ai rencontré les uns et les autres et j'ai décidé. Voilà, je reste le garant de la République. Donc de toute façon il a fait du Macron hier. Et il a fait dans son esprit, vous savez, moi je suis très surpris quand je parle avec l'entourage du président de la République ou des gens qui le connaissent, des gens de sa majorité, de me rendre compte quelquefois qu'ils sont complètement déconnectés de ce qui se passe dans notre pays. Complètement. Ils étaient persuadés autour de lui qu'ils allaient gagner les élections législatives quand le président de la République a dissous. Ils étaient persuadés. Je pense que là, alors je leur ai pas parlé depuis longtemps, mais je pense que là ils sont persuadés que le président de la République a fait le meilleur choix possible, le meilleur choix du monde en nommant Michel Barnier. Mais on sait même pas réellement de quoi il en retourne. Parce que ce qu'on oublie de dire quand même, c'est que Michel Barnier, ça va être une cohabitation, une coexistence pacifique, je sais pas les termes qu'ils emploient, mais Michel Barnier en réalité, d'abord c'est quelqu'un qui a été historiquement de droite, historiquement LR, vous le savez, mais qui était très proche du macronisme. En 2019, Michel Barnier, il a failli quand même être nommé tête de liste pour la liste Renaissance aux élections européennes. Ça, on l'a oublié, on oublie de le répéter. Donc, en réalité, Macron, il s'arrange, mais le président de la République, pardon, il s'arrange avec la réalité, et après, parce qu'il est très fort pour ça, à l'oral, dans ses discours, il est cohérent dans ce qu'il raconte. Et ça, on peut pas lui enlever. Voilà. Mais alors, peut-être... Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Alex. Je pense que cette phrase, qui est de rappeler un élément clé de notre Constitution, c'est-à-dire que la souveraineté nationale réside dans le peuple français, il le précise parce que justement, au cours de ce mois de septembre, il a deux problèmes. Le problème, c'est d'avoir nommé Michel Barnier, qui, on peut en penser ce qu'on veut sur le fond, c'est pas, et aussi de la difficulté de l'équation parlementaire à résoudre. Michel Barnier, il a une assise parlementaire de 8%. Il est issu d'un groupe qui pèse 8%. À Marianne, on a regardé historiquement, est-ce que ça s'était déjà passé ? Bien sûr que non, sous la Ve République. Mais sous la 4e. Sous la 4e, pas souvent, figurez-vous. Ça s'est passé que 5 fois sur les 20. 5 fois. Vous avez, par exemple, Henri Queuille, qui, au nom du Parti radical, a, dans son parti, 7%. Son parti représente 7% de l'Assemblée. Et en moyenne, ils ont tenu 6 mois et 10 jours. Alors, je ne veux pas dire que ça nous amène au 17 mars. Enfin, nous l'avons quand même écrit statistiquement à Marianne, mais c'est un clin d'œil, du 17 mars 2025. Mais il y a un problème. Un premier problème, c'est un problème de représentativité. Et lorsqu'on parle de la souveraineté du peuple, on se doit de coller à la logique de la représentativité. Mais je dois bien avouer que c'était difficile à résoudre. Et puis, deuxième sujet, c'est celui de la souveraineté. Problème de souveraineté. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que c'est un petit peu technique, mais le 20 septembre, alors peut-être va-t-on avoir un peu plus, on va présenter à l'Union européenne, à la Commission, un plan, je dirais, de budget, de perspective à long terme budgétaire, où il sera question de baisser drastiquement les dépenses publiques et de présenter un budget très dur. Et donc on va, avant qu'on ait constitué un gouvernement, avant que les parlementaires se soient prononcés, présenter peut-être à la Commission européenne, alors ça ne sera pas le 20 septembre, ça sera peut-être, on va gagner un peu de délai un peu plus tard, mais on va présenter un budget à plusieurs, je dirais à long terme, qui n'a pas été validé par le peuple français. Et donc, si vous voulez, quand vous avez un problème de représentativité et un problème de souveraineté du peuple, parce que sans doute, vous allez me dire, mais attendez, nous nous sommes engagés précédemment sur cette logique de respecter les critères les nouveaux critères de Maastricht. Bien sûr,
Mais je dirais que la légitimité du gouvernement antérieur est peut-être moindre de celle de la légitimité aujourd'hui. Le peuple souverain, à l'instant T, a plus de légitimité qu'à l'instant T-1. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est avec vous jusqu'à midi, oui, donc c'est bientôt. Je voulais quand même vous faire écouter le son ce matin. Alors c'est une interview à écouter dans son ensemble, à réécouter. Ce matin, Sébastien Delogu était l'invité de Jean-Jacques Bourdin. C'est collector, je pense que tout est collector et je voulais juste vous faire écouter ce petit extrait. Vous avez vu votre collègue Antoine Léaumont qui compare Emmanuel Macron à Philippe Pétain. Vous avez vu ça? Non, j'ai pas vu, non. Vous avez pas vu? Bah, c'est dommage. Mais je connais pas tellement l'histoire que cela. J'apprends aussi. D'accord. Je sais pas qui est Pétain, quoi. J'ai entendu parler de lui, mais je sais qu'apparemment c'est un raciste, quoi. Certains ont aussi, à LFI, comparé Voilà. votre ami. Donc je ne sais pas qui est Pétain. Donc c'est un raciste. Enfin alors après on va se dire mépris de classe, etc. On a évoqué longuement le sujet. Enfin quand même quand on l'écoute ce matin, pardon, mais c'est accablant de bêtises. Je le dis comme je le pense et comme je l'ai perçu et comme vous l'avez sûrement perçu aussi. C'est pas. On peut avoir des ouvriers, on peut avoir Xavier Bertrand qui était agent d'assurance. Je recite Pierre Bérégovoy. Il y a des tas de députés, d'hommes politiques qui n'ont pas fait l'ENA. Mais là, on est au fond du fond. Il faut partir aussi de la source, c'est-à-dire qu'on peut effectivement parler de cette déclaration-là, et c'est absolument atterrant que un parlementaire ne connaisse pas cette période de l'histoire de France, ce qui par ailleurs expliquerait beaucoup de choses dans les positions des Insoumis, mais on va pas aller plus loin que là. Non, il faut aussi partir de la citation originale, de l'accusation de l'autre député, Léaumont, qui affirme, qui fait une comparaison honteuse. Oui. Scandaleuse, à mon avis, dénuée de tout fondement, qui est absolument pas argumentée. Enfin, c'est à vomir entre le président de la République et Philippe Pétain. Donc, ça n'a absolument aucun sens. Et puis, c'est un système qui tourne à vide. C'est-à-dire que, voilà, il y en a un qui lance une énormité, qui est forcément reprise. Quelqu'un d'autre la commande sans savoir qui est Pétain. Et voilà. Et la machine médiatique tourne. Ces gens-là ont compris, ils sont très cyniques. Ils ont compris que ce qui peut marcher pour avoir le plus d'audience possible, c'est l'engagement. Et donc, plus on balance une grande énormité, plus ça va être commenté. Et malheureusement, c'est aussi ce qu'on fait là. Mais c'est frappant sur la perte de niveau de la classe politique, mais aussi le manque d'éthique absolue, cynique, d'une grande partie en l'occurrence de ce camp. Jean-Pierre Denis. Moi, je peux admettre qu'on élise député quelqu'un qui ne connaît rien à l'histoire. Et ça peut être un très bon député. Il peut défendre des convictions, peut-être des intérêts, une population qui se reconnaît. On peut... Normal aussi, on le dit souvent, qu'il faut que des gens venant d'horizons divers puissent accéder à la représentation nationale et que ce ne soit pas seulement des énarques, des fonctionnaires. Ok, sauf que en réalité, quand on écoute, et là je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire à l'instant, quand on écoute l'extrait, c'est parce que la France insoumise et un député de son propre parti instrumentalise cette histoire et sort du Pétain à tout bout de champ, alors que ça n'a évidemment aucun rapport et que c'est parfois assez indigne, on peut pas gagner à tous les coups. C'est-à-dire on peut pas à la fois sortir du Pétain tous les matins et puis dire... De temps en temps, non, en fait, on connaît pas, changeons de sujet. Voilà, c'est ça, en fait, la réalité. C'est à partir du moment où il y a un usage politique assez constant, en tout cas assez récurrent de cette histoire, que on est en droit d'attendre d'un représentant national, d'un député, qu'il ait de quoi dire et donc qu'il connaisse un petit peu le sujet. Franck Dedieu. Moi, je suis choqué par ces carences-là. Et je crois que je ne suis pas d'accord avec l'idée du mépris de classe, parce que considérer d'abord historiquement, au Parti communiste, il y avait des ouvriers qui avaient une culture. Alors effectivement, à l'époque où il y avait des partis qui les formaient, et notamment le Parti communiste avec une vraie culture marxiste. Bon, avec évidemment, il y avait tout n'était pas parfait, mais il y avait une véritable culture. Et donc je crois que quelque part considérer que parce que quelqu'un n'a pas fait l'ENA, qu'il n'a pas un CV très étoffé, il pourrait s'autoriser
à avoir comme ça des trous dans la raquette culturelle de ce niveau-là, ça relève aussi du mépris de classe. Donc c'est ça qui me choque. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, Romain, par rapport à cette mécanique qui part finalement d'une exagération, d'une contre-vérité, d'une outrance, qui ensuite se change en, je dirais, déficit culturel manifeste, qui ensuite va être commenté, y compris par nous. Alors, nous, c'est pour peut-être dire à quel point cette mécanique doit être disséquée. Mais c'est là, ça fait quand même peur. Alors après, on commente le débat Trump-Harris avec un petit peu en se disant, mais regardez quand même des mangeurs de chats, c'est quand même pas au niveau. Quelque part, et on revient à notre premier sujet sur la fragmentation de l'électorat, c'est-à-dire ces stratégies qui finissent par, au fond, ne plus avoir de sens. Et perdre le niveau général, c'est vrai que ça pose un problème. En tout cas, s'il est un jour maire de Marseille, ce qu'il voudrait être, il a intérêt à prendre des cours d'histoire en accéléré, parce que Marseille, c'est une ville que l'on ne peut pas comprendre, et si l'on ne connaît pas un petit peu l'histoire, c'est une ville dans laquelle l'histoire est particulièrement importante, ne serait-ce que par l'histoire des migrations, enfin de toutes les personnes qui sont arrivées à Marseille. Donc il a intérêt à prendre des cours en accéléré. Juste, j'aimerais souligner l'excellente interview de Jean-Jacques Bourdin, quand même. Très sincèrement, je veux dire, à chaque fois, c'est un bonheur d'écouter Jean-Jacques, parce que il va chercher ses invités politiques, et ce matin c'est pas toujours facile, vous voyez, parce que vous avez quelqu'un en face de vous qui prend tout à la rigolade aussi quand vous écoutez l'interview. Alors c'est pas marrant de savoir que Monsieur Pétain, Philippe Pétain, est un raciste ou je ne sais quoi. Et donc c'est ça qui me dérange beaucoup, c'est que il sait que c'est un raciste un peu d'une idée lointaine, mais bon, c'est pas grave, on peut en rire, voilà, on passe à autre chose. Et donc c'est aussi ça le vrai problème de ce genre de députés. Ils sont élus par la République, comme vous dites. Je pense qu'ils ont un travail à faire. Après avoir été élus, il faut continuer à travailler et continuer à s'instruire. Qui ne tient pas compte de 3000 ans d'histoire, vit au jour le jour. Et écrivait Goethe, et c'est l'histoire est particulièrement importante pour les politiques qui sont là pour projeter aussi. Et donc ce matin, réécouter cette interview sur le replay, parce que en gros, il a traité les gens de pourriture, d'ordure. Il a dit qu'il ne savait pas lire, en gros, qu'il avait un cabinet qui lui rédigeait ses fiches. Enfin, c'est un petit peu le ton, la tonalité du truc, mais en tout cas, il a eu des mots très durs à l'encontre de Yael Braun-Pivet. Réécouter cette interview. Merci à tous les quatre. On n'a pas eu le temps de parler de notre sondage, mais je pense que les vraies voix le feront. En tout cas, quand on pose la question aux Français, Marine Le Pen est la personne la plus souhaitée pour succéder à Emmanuel Macron, 39%, suivi par Édouard Philippe, 35%, et Gabriel Attal, 33%. Voilà, ce sera pour une autre fois. Merci à vous. Tout de suite, les infos et André Berkoff. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.